Europe 1, 8h38, l'heure de la revue de presse. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, c'est à l'Est qu'on attend du nouveau, parce qu'ici, ce sont plutôt les vieilles rengaines. Libération, gouvernement, les Verts en sursis, l'opinion intermittent, le clap de fin, la croix, OGM, les craintes sont-elles justifiées ? Alors à l'Est, il y a Vladimir Poutine, Le Monde, l'Europe contre la partition de l'Ukraine, Le Figaro, Ukraine, la Russie met en garde l'Europe. L'Ukraine, donc justement, encore une fois la une ce matin. Oui, et ce matin, le ton change. Les reportages ne célèbrent plus la place Maïdan, mais se plongent dans cette Ukraine de l'Est, russophone et russophile. Libération nous décrit Donetsk et ses brigades de volontaires pour préparer la résistance contre les bandits de l'Ouest qui ont pris le pouvoir à Kiev. Dans Le Monde, ce sont les habitants de Kharkiv qui s'en prennent au traître Yanukovych, parti sans les protéger des protestataires. Quant au Figaro, il raconte comment les nouvelles autorités de Kiev ont entrepris de braquer la Russie, notamment en votant un texte bannissant le russe comme deuxième langue officielle dans les régions russophones de la Crimée et de l'Est. Les diplomates occidentaux veulent croire à une normalisation sur le terrain, mais chaque ligne des reportages traduit la fragilité du pays. Mais il faut lire surtout la chronique de Renaud Girard, grand reporter du Figaro, qui analyse les tractations diplomatiques de ces derniers jours. Le titre est éloquent. Washington, Berlin, Moscou, Paris hors jeu. Renaud Girard s'étonne de ce coup de fil passé mercredi dernier depuis Paris par Angela Merkel à Vladimir Poutine, qui n'était pas un coup de fil commun avec François Hollande donc. Il s'étonne alors que Laurent Fabius semblait reprendre la main en allant négocier à Kiev avec ses homologues allemands et polonais, que notre ministre les ait laissés avant la fin des négociations pour se rendre en Chine à un rendez-vous supposé important. En diplomatie, dit-il, le zigzag, ça ne marche pas. Le zapping, ça ne marche pas. Quand on se saisit d'un dossier aussi crucial que celui du destin de l'Ukraine, on le traite jusqu'au bout et en personne. Dans cette semaine de crise aiguë, écrit-il encore, on aura vu Merkel dialoguer 3 fois avec Poutine, Obama et Cameron 1 fois et Hollande pas du tout. Il l'a fait hier. Voilà, il l'a fait depuis, mais pendant toute la crise, non. Et c'est ce que lui reproche Renaud Girard, qui fustige en fait la posture émotionnelle et moralisante de la France vis-à-vis de la Russie, dit-il. Alors que l'Allemagne, elle, a choisi de traiter d'égal à égal avec le géant de l'Est. Et la France, une fois de plus, donc, semble s'en remettre à l'Allemagne. Histoire et justice dans la presse ce matin. Oui, le lien complexe entre politique et morale, on le retrouve ce matin dans une page de la Croix consacrée à ces procès de plus en plus fréquents qui traitent de questions d'histoire. Le Conseil représentatif des associations noires assigne en justice l'État pour avoir soumis des dizaines de milliers de Congolais au travail forcé dans la construction du chemin de fer Congo-Océan dans les années 20. Avant cela, une petite fille d'esclave poursuivait la France pour son rôle dans la perpétuation du système esclavagiste. Et un couple de pieds noirs attaquait l'État pour avoir dû quitter l'Algérie au lendemain des accords d'Évian. Alors est-ce au juge de décider de la lecture de l'histoire, se demande la Croix. Le magistrat Denis Salas s'interroge. La justice risque d'entretenir la conflictualité plutôt que d'apaiser et de fragmenter encore davantage la société. La concurrence entre victimes, dit-il, empêchera l'émergence d'une mémoire collective. Mais tant de gens ont intérêt à agiter justement ces mémoires conflictuelles. On reparle des armes chimiques ce matin dans la presse. Oui, parce qu'il y a un souvenir en revanche qui s'était effacé et Libération évoque un documentaire diffusé ce soir sur Arte qui nous rappelle cela, qui est consacré aux armes chimiques de la Grande Guerre que les pays signataires des traités de désarmement ont déversées dans la mer pour s'en débarrasser. L'Adriatique, la Baltique, les côtes de la Virginie meurent en silence, empoisonnés à l'arsenic, au gaz sarin, au gaz moutarde. Mais comme c'est sous l'eau, ça ne se voit pas, n'est-ce pas ? Elle se voit en revanche, les mégalopoles. Oui, alors sous la mer, les poissons meurent en silence, mais sur la mer, nous pourrions aussi finalement leur prendre un peu d'espace vital. Les Échos consacrent une page aux mégalopoles du futur et aux rêves d'urbanistes en quête de solutions pour nous loger tous. Les grandes mégalopoles occupent aujourd'hui 2% de la surface planétaire, mais consomment les 3/4 de l'énergie produite et émettent 80% du carbone d'origine anthropique. Mais en 2050, le nombre de citadins aura augmenté de 75%. Alors, certains pensent loger tout ce monde-là sur la mer, par exemple. D'autres dans des gratte-ciels inversés sous terre. Et puis, il y a ceux qui imaginent des fermes dans des tours géantes pour nourrir tout ce monde-là. Ça existe déjà en Suède avec 18 étages de maraîchage hors sol. Toujours un peu plus loin de la terre, toujours un peu plus loin de la nature. Alors, Natacha, qui dit ferme dit vache, qui dit vache dit...
Mais 10 fromages, Mais et voilà. puis voilà, si tous ces projets-là vous angoissent, vous ouvrez Le Monde. Il y a une superbe double page sur les appellations d'origine contrôlée, et notamment celles dans les fromages, bien sûr. Donc les appellations qui sont cette codification des produits en fonction du lieu et du mode de production. L'inscription dans une histoire et une géographie que les géants de l'agro-industrie tentent de contourner, notamment avec des camemberts pasteurisés portant l'inscription « fabriqué en Normandie », qui est illégale et qui ne signifie rien quand le lait peut provenir du bout du monde. Pourtant, même les États-Unis aujourd'hui, nous dit Le Monde, se tournent vers le lait cru. Reste, nous dit le président de l'Institut national des appellations d'origine, à préserver ces ferments qui font la diversité des fromages et que les normes hygiénistes tuent tout doucement. Alors allez, pour le petit déjeuner, un petit camembert de Normandie et non pas fabriqué en Normandie. Camembert de Normandie et un clin d'œil. Oui, pour finir, je voudrais vous parler d'une petite revue littéraire, Décapage. Ce trimestre, la revue est allée interroger des écrivains sur 7 œuvres qu'ils ont honte d'aimer. Des écrivains célèbres, d'autres moins, qui avouent en fait leur turpitude. Alors Éric Neuhoff confesse un amour coupable pour les chansons de France Gall. Pierre Michon, grand maître du style, se lance dans une ode à l'histoire d'eau, aux chansons romantiques d'Aristide Bruand à Carla Bruni. Il dit son amour des revues de mode sur papier glacé. Et puis il y a ceux dont on sent qu'ils veulent quand même pas déchoir. Alors il y a par exemple Karine Thuil qui avoue aimer Céline tout en disant que c'est mal parce que c'est un salaud, ce qui est quand même une façon subtile de dire qu'on a du goût et qu'on sait dépasser son aversion morale. L'art de la posture, même dans la confession. Alors moi, je vais avouer ce matin, après les journaux sérieux, il m'arrive de lire des revues absolument inavouables. Promis, un jour, je vous citerai Port Magazine et le journal de Mickey. Attendez, Port Magazine, ça existe vraiment ? Bien sûr. Vous le recevez tous les jours ? Non, c'est un mensuel. Ah, c'est un mensuel. Oui, évidemment, évidemment. Merci, c'était la revue de presse de Natacha Polony.